Bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, la politique russe derrière les Olympiques à Sotchi et le big data dans le renseignement est-il efficace pour lutter contre le terrorisme? À tout de suite. Alors, les Jeux olympiques battent leur plein maintenant à Sotchi, en Russie, dans le Caucase du Nord. Des Jeux controversés et sous haute sécurité, sous très haute sécurité également. Bon, tout d'abord, c'est un coût pharaonique, 12 milliards de dollars qui était prévu. On est maintenant à 50 milliards de dollars. C'est plus que les 8 dernières Olympiades combinées. C'est un record. Des lois restrictives aussi adoptées récemment et celle qui a suscité le plus l'indignation à travers le monde, c'est définitivement la loi promulguée par Poutine en juin dernier qui interdit la propagande de l'homosexualité devant mineurs. Et il y a le risque terroriste et la sécurité omniprésente. Aux Jeux olympiques, on estime à 42 000 le nombre de policiers et de membres des forces spéciales qui surveillent cette zone à proximité d'une autre zone turbulente, la Tchétchénie et le Daghestan. On rapporte 529 morts entre militants islamistes, supposés militants islamistes et forces de sécurité en 2013, uniquement dans cette région. Donc, qu'est-ce que ces Olympiques nous disent sur la politique de Vladimir Poutine? Poutine, je le rappelle, qui a été président tout d'abord de 2000 à 2008 et qui est revenu à la présidence en 2012, oui. Donc, quelle est la politique, autrement dit, derrière les Olympiques? Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jacques Lévesque, qui est professeur de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et, disons-le, un des russologues les plus réputés du monde francophone. Donc, on est honoré de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Donc, première question qui s'impose, les lois anti-gays ont beaucoup choqué à travers le monde. Un ministre russe a même dit que les athlètes homosexuels étaient les bienvenus à Sotchi à condition donc de ne pas faire de propagande homosexuelle devant les mineurs. Quelle est la raison politique derrière ça? Qu'est-ce que ça nous dit sur le système Poutine? Voici tout d'abord, il faut se demander pourquoi ça intervient maintenant, cette loi, en fait, tout récemment, et non pas pendant les 2 premiers mandats de Poutine, alors que Poutine était au fait de sa popularité. Et pourquoi ça arrive maintenant, plus de 8 ans après son passage au pouvoir? Alors, juste, la clé est là, je pense. Vous savez que lorsque Poutine a annoncé qu'il serait de nouveau candidat à la présidence, on pensait que ce serait Medvedev éventuellement. Qui était le président par intérim, en fait, pratiquement, il était premier ministre pendant cette période, a annoncé qu'il serait de nouveau candidat à la présidence. Il s'attendait à ce que ce soit très bien accueilli, misant sur la popularité qui avait été la sienne à l'époque où il était. Et alors là, ça a été un choc pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des manifestations contre cette annonce, qui ont été d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la Russie post-soviétique. On n'avait jamais vu de telles manifestations. Donc, depuis une bonne vingtaine d'années. C'est ça, dans les classes moyennes, les étudiants, les jeunes professionnels, et tout ça, ça s'est passé essentiellement dans les villes, à Moscou, à Pétersbourg et dans quelques grandes villes. L'arrière-pays n'a pas su. Ça a été un choc pour Poutine, qui était convaincu encore de sa popularité. Ouais. Ils ont perdu la majorité absolue, la majorité des 2 tiers aux élections de la Douma qui ont suivi. Les manifestations ont continué. Et dans les villes, et j'insiste là-dessus, dans les villes, non seulement ils ont perdu la majorité des 2 tiers, mais même la majorité simple a été perdue dans les villes. Bon, il y a un gouvernement... oui, dans certaines grandes villes. Mais largement au-dessus quand même, largement au-dessus de 50% sur l'ensemble du pays. Poutine, là-dessus, a été, je dirais, extrêmement surpris devant une situation comme celle-là. Donc, il a abordé les élections avec une certaine inquiétude. Et pendant les élections, l'Église qui a une influence très importante dans l'arrière-pays, l'Église orthodoxe. Le patriarche de Moscou a dit dans un prêche qu'il fallait remercier le ciel d'avoir envoyé à la Russie un dirigeant comme Vladimir Poutine au moment où il était en train de tomber dans l'abîme, et tout ça. Donc, Poutine, pour ce mandat-ci, contrairement aux autres, doit quelque chose à l'Église, à l'influence de l'Église dans l'arrière-pays, etc. Et, à l'extérieur des villes, dans les campagnes où l'électorat plus conservateur se trouve. Exactement. Et il y a un lien aussi avec l'affaire des Pussy Riots là-dessus. Oui. Les procureurs qui ont poursuivi les Pussy Riots ont fait valoir devant les tribunaux
que si elles étaient poursuivies, c'est pas parce qu'elles avaient chanté des chansons anti-Poutine, blâmant d'ailleurs la collusion entre l'Église et Poutine, mais parce qu'elles avaient commis un sacrilège, que c'était un sacrilège de faire ceci. Bon, alors, voilà, des sanctions exemplaires aussi pour cultiver cette relation forte que Poutine sent davantage le besoin d'avoir maintenant avec l'Église, comparé à l'époque de sa plus grande popularité pendant ses 2 premiers mandats. Est-ce que ça trahit une poussée ou une tendance vers plus d'autoritarisme, ce qu'on reproche à Poutine? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui se produit? Tout à fait. Exactement. Là-dessus, il y a une autre dimension. Poutine joue une corde nationaliste anti-américaine nettement plus forte pendant ce mandat-ci. Je dirais que c'est pour lui le trauma de la Révolution orange. Hein? En Ukraine. En Ukraine, oui. Où on revit peut-être un début de quelque chose de semblable maintenant, où le rapport de force était très, très serré, si vous l'appelez à l'époque de la Révolution orange, puisque Yanukovych, 4 ans plus tard, dans une élection jugée parfaitement libre, l'a emporté. Poutine, donc, est convaincu que... bien sûr, il sait qu'il y avait de la corruption, mécontentement du régime, mais ce qui a fait pencher la balance dans une situation difficile comme ça en 2004, comme ça pourrait être le cas maintenant, c'est comment dire, le jeu des États-Unis, des ONG qui interféreraient dans les affaires. Qui d'ailleurs subventionnaient un certain nombre d'organisateurs. Je ne pense pas que c'est la cause nécessairement principale, mais la cause la plus qui peut être décisive dans certaines circonstances. Alors, vous avez maintenant toutes ces mesures pour forcer tous les ONG. Alors aussi, ça date du 2e mandat de Poutine. Il y avait des ONG soutenues par des fonds américains extérieurs qui fonctionnaient auparavant, mais là, ils sont obligés de se déclarer comme agents de l'étranger. Ah oui, donc c'est une connotation péjorative. Exactement. En d'autres termes, ils sont des agents de l'étranger. Donc, ils jouent aussi une carte nationaliste, anti-américaine. Il y a une rivalité géopolitique aussi sur le plan international qui est assez forte en ce moment. On le voit dans les enjeux de l'Ukraine, notamment. Alors, c'est ce qui fait aussi, à mon avis, l'ampleur aussi, je parle de cet enjeu, des enjeux géopolitiques, l'ampleur de toutes les réactions négatives que Poutine reçoit dans le contexte des Jeux olympiques, notamment sur la loi contre la propagande anti-gay. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, dans le Washington Post, le 5 février, 2 professeurs de l'Université Yale, 2 professeurs de droit, ont montré qu'il y avait au moins 6 États aux États-Unis qui avaient des lois exactement semblables. Donc, ils ont cité les textes, on pouvait croire que c'était la même loi que Poutine, dont notamment l'Utah, où sont tenus les Jeux olympiques de Salt Lake City. Et il disait qu'il y avait une certaine hypocrisie de la part d'Obama de ne pas dénoncer cette situation-là. Bon, là, on a joué à fond la carte, la rivalité géopolitique. Ça trouve des résonances ici. Vous avez vu que sur l'hôtel de ville de Montréal et peut-être bientôt sur le Parlement de Québec, le drapeau gay. Là, il y a une surenchère de rectitude politique qui est cultivée beaucoup à partir de là pour justement dénoncer ce que Poutine fait sur toute une série de questions, d'ailleurs. Justement, puisque vous parlez de géopolitique, on sent que c'est un des enjeux dans ces Jeux olympiques-là. Le lieu n'est peut-être pas innocent, dans la mesure où Sotchi est à proximité de la Géorgie, avec laquelle la Russie a des problèmes, depuis quelques années. Il y a les régions du Daghestan, du Tchétchénie, une zone trouble, difficile. Est-ce que c'est innocent? Est-ce qu'il y a une raison politique de tenir ça à cet endroit-là? Tout à fait. C'était parfaitement clair. D'abord, il y a assez longtemps que ça a été décidé. Et Poutine a joué un rôle clé. C'est une façon pour Poutine, quand je dis qu'il joue une carte nationaliste en ce moment, c'est très fort, de montrer la Russie comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ah oui. Au moment de la Révolution d'octobre, il y a eu des années de chaos, de famine et tout ça. La résurgence de la Russie et que constamment, la Russie est appelée, d'après Poutine, à être une puissance significative et majeure sur la scène internationale. Et il y avait un certain hubris, d'ailleurs, dans les Jeux de Sotchi. C'était défier la nature, d'une part, dans une région subtropicale, de tenir des Jeux olympiques d'hiver. Les sommes qui ont été attribuées à ça, c'est pour montrer comment le retour de la Russie sur la scène internationale comme puissance majeure. Donc, effectivement, c'était largement politique. Et ensuite, la guerre de Tchétchénie est gagnée.
On a gagné la guerre de Tchétchénie. Il y a des attentats, vous y avez allusion tout à l'heure, oui. Mais qui sont plus organisés. C'est plus des armées, c'est des attentats, comment dire, décousus les uns par rapport aux autres. Okay. Mais pourtant, le New York Times rappelait récemment que c'est la première fois de l'histoire que les Olympiques se tiennent à proximité d'une zone de guerre. Exactement. Mais ce n'est plus la zone de guerre que c'était, c'est ce que vous dites. D'une part, c'est pour montrer que, justement, que la guerre de Tchétchénie est bien terminée, avec les images de reconstruction de Grozny qui sont comparables à ce qui se passe à Sotchi, finalement. Donc, c'est vraiment le retour. Et comment la Russie a relevé les défis. La guerre dans l'esprit de la guerre de Tchétchénie, il y a encore des activités terroristes, mais il n'y a plus rien d'organisé comme ce qui était la résistance tchétchène. Vous vous rappelez les commandos qui ont saisi l'école de Beslan, le théâtre de la Dubrovka à Moscou. Ceci est impensable maintenant. En d'autres termes, en Tchétchénie même, le maître des lieux, Kadyrov, avec une brutalité extraordinaire, tient la suite, il n'y a plus de combat. Donc les groupes qui existent maintenant, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus éclaté. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, c'est pas toujours l'islamisme. Il y a des règlements de compte entre mafia et la police. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Il y a d'autres cas où c'est le nationalisme local qui joue davantage que le fondamentalisme. Donc, c'est beaucoup plus éclaté comme mouvement. Mais ce que Poutine voulait montrer, c'est que malgré toute l'expérience dramatique du passé dans le Caucase, la Russie y est en force et face au monde entier. Il y a un côté de défi nationaliste, si vous voulez, qu'il cultive en ce moment d'ailleurs. D'accord. Et je reviens, et je terminerai avec ça, sur la critique internationale. Je me rappelle, pour l'actualité, je vous avais interviewé en septembre 2012, à l'été 2012, lorsque les Pussy Riot, justement, avaient reçu leur sentence, 2 ans dans les camps de travail. Et vous avez eu cette réponse intéressante. Vous m'aviez dit, paradoxalement, il se peut que la critique internationale envers les agissements de la justice russe de Poutine, avec une sentence très majeure, démesurée, disaient les critiques, pourrait avoir l'effet inverse, c'est-à-dire pourrait amener Poutine à ne pas laisser croire qu'il se fait dicter la marche à suivre par l'étranger. Donc, paradoxalement, la critique rigidifie le régime Poutine. Est-ce que vous pensez que ça se pourrait? Oui, tout à fait. Dans le cas des Jeux de Sotchi? Oui, en d'autres termes, vous vous intéressez comme moi aux enjeux de géopolitique. Alors, pour Poutine, l'intérêt est de montrer que la Russie est un acteur politique indépendant sur la scène internationale qui ne se laisse pas imposer les normes de conduite de l'OTAN, etc., qu'elle mène sa propre politique, mais que, on le voit actuellement avec ce qui se passe en Ukraine, Poutine va se dire, on veut imposer non seulement au pays de l'ancien espace comme soviétique, les normes américaines de comportement, etc., mais on voudrait même le faire à la Russie. Alors, ce qui se passe, toute cette campagne actuellement peut servir à Poutine. Vous voyez, non seulement les normes de conduite politique sur la scène internationale, mais ils veulent même nous dicter leurs valeurs, etc., comme si la Russie n'était pas un État indépendant qui pouvait maintenir son indépendance. Dans ce sens-là, effectivement, il va jouer la carte nationaliste là-dessus, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, Jacques Lévesque, d'avoir été avec nous et pour ces éclaircissements. C'était très intéressant. Merci. On en a parlé beaucoup, ça a suscité beaucoup de controverses. L'été dernier, Edward Snowden révélait au monde que les agences de renseignement, dont la NSA aux États-Unis, amassent et analysent des quantités massives d'informations électroniques, donc des conversations cellulaires, des messages électroniques privés sont épiés et analysés par ces agences de renseignement. Elles font du renseignement électronique ou de l'analyse du big data, comme on appelle ça. C'est utilisé amplement dans la lutte contre le terrorisme, surtout depuis le 11 septembre 2001. Mais au-delà de la question morale, si vous voulez, de la question de la protection de la vie privée, il faut se demander, le renseignement électronique, l'analyse du big data, est-il vraiment efficace pour lutter contre le terrorisme? Pour répondre à cette question, j'ai avec moi aujourd'hui Samuel Tanner et Anthony Amissel, tous deux professeurs à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, si on veut placer dans son contexte l'analyse du big data, le renseignement électronique, jusqu'à quel point les agences de renseignement utilisent cette méthode aujourd'hui? Anthony. Alors, peut-être avant d'arriver sur cette idée d'importance donnée au big data, d'abord, à quelle pratique ça renvoie?
Dans la littérature, depuis très longtemps, une notion ressort, c'est aussi un anglicisme comme le big data, c'est la notion de data surveillance, donc la surveillance par les données. Et l'intérêt est de montrer que finalement, on est passé à un usage routinier, banalisé des données personnelles pour surveiller les citoyens ou les enjeux en termes antiterroristes. Donc finalement, à côté des moyens traditionnels d'écoute ou de visualisation que sont les caméras, cette notion-là de data surveillance et de big data par extension montre l'importance prise par les bases de données pour les pratiques de surveillance, notamment les pratiques de surveillance antiterroriste. Donc c'est ça l'enjeu un peu fondamental, c'est cette analyse, cette surveillance par les données personnelles. D'accord. Et est-ce que est-ce qu'on a les agences de renseignement ont beaucoup recours à cette pratique-là? Alors oui, de deux façons. C'est-à-dire quand on parle de big data et quand on parle de data surveillance, c'est-à-dire cette surveillance par les données, ça renvoie à deux enjeux principaux. Le premier, c'est d'avoir accès à de vastes ensembles de données, de collecter de vastes ensembles de données. Et en général, c'est lié à un détournement. C'est-à-dire que les données ont été collectées pour une autre raison, souvent commerciale, et sont détournées d'entreprises privées pour des intérêts gouvernementaux de surveillance. Donc ça, c'est le premier enjeu en termes de collecte. Et ça, c'est extrêmement utilisé, effectivement. Et ensuite, un des enjeux fondamentaux, c'est effectivement le traitement de ces données. Va-t-on vers de la surveillance ciblée, en cherchant dans la base de données des individus que l'on connaît déjà et voir leurs relations? Exactement. Ouais. Donc ça, c'est très, très commun et banalisé. Et l'enjeu qui ressort de plus en plus, relativement émergent, où les autorités ont tendance à dire qu'ils ne le font pas forcément, c'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire l'exploration de ces grandes bases de données, ces larges ensembles de données, à l'aide d'algorithmes, pour effectivement faire ressortir des corrélations, rendre visible l'invisible, faire parler les données et faire ressortir des profils de suspects. D'accord. Et là, maintenant, la question centrale, c'est est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Ça fonctionne pas forcément toujours, en fait, parce que ce dont on se rend compte, c'est un certain nombre de pathologies qui accompagnent la gestion finalement de ces données-là et de cette masse exceptionnelle de données. Par pathologie, vous entendez? Par pathologie, on remarque par exemple, prenons un exemple concret, actuellement, on parle beaucoup des gouvernements qui prennent énormément d'informations sur les citoyens, qu'il s'agisse de citoyens ciblés ou pas, mais il y a les acteurs privés. Il y a une multilatéralisation, si on peut dire comme ça, de la collecte d'informations. Alors, ce qu'on observe, c'est que la collecte d'informations et la remontée travaillent essentiellement en silo, en fait. C'est-à-dire que au lieu de tenir compte de cette diversité des acteurs, les informations ont tendance à fonctionner verticalement, excusez-moi, et donc ne communiquent pas les unes avec les autres de ces agences. Et donc, ce qui provoque ce qu'on appelle en anglais un linkage blindness, c'est-à-dire un aveuglement dans la capacité de ces agences-là à lier l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles fonctionnent sur des patterns prédéterminés de ce que l'on va chercher comme information, c'est-à-dire, par exemple, essentiellement sur l'immigration, sur la drogue, peut-être sur le terrorisme, sans pour autant que ces patterns-là permettent de tenir compte de l'aspect potentiellement innovant de cette information qui pourrait avoir un impact majeur en termes de menaces. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour le 11 septembre, en fait, en 2001. C'est-à-dire que l'ensemble de l'information était disponible aux agences d'application de la loi américaine, sauf qu'elle n'était que fragmentée dans chacune d'elles, d'agences qui, en plus, et ça c'est peut-être une autre question, mais sont en concurrence extrêmement importante les unes avec les autres dans la gestion de l'information. Évidemment, donc on a des morceaux de casse-tête, mais on n'a jamais la vision d'ensemble. On n'a jamais le casse-tête construit là, dans son ensemble. Exactement. Ça, c'est une pathologie. Et puis, les morceaux aussi dont on dispose sont d'une quantité absolument phénoménale. Encore une fois, Anthony l'a mentionné tout à l'heure. Mais à un moment donné, cette quantité d'informations tend à étouffer le dispositif qui doit gérer cette information et qui doit faire sens de cette information. Et certains chercheurs utilisent une image que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'idée de devoir boire de l'eau à une hausse de pompiers, en fait. Un bourriot, oui, c'est ça. Exactement, et c'est extrêmement difficile, en fait, à gérer. Donc, pour répondre à la question, est-ce que la gestion se fait bien? Est-ce que ce big data aide? On peut bien entendu le présumer, mais il s'accompagne d'un certain nombre important de défis. Ouais. Anthony, vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça, en dépit de ces écueils-là, de ces défis-là, est-ce qu'on en arrive quand même? Est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne? Qu'on est arrivé à
déjouer des complots ou à trouver des terroristes là, avec cette façon de faire-là? Alors, 2 points là-dessus pour reprendre les arguments que j'évoquais tout à l'heure ou les 2 types de pratiques. Premier point, effectivement, la chose soulevée par Samuel est très très importante, c'est-à-dire cette idée de vouloir transformer les traces laissées par les individus, les traces numériques, en informations mobilisables, en renseignements. Et la plupart du temps, on se rend compte effectivement que ce renseignement se transforme davantage en bruit. Donc, effectivement, avec cette idée de masse d'informations. Trop d'informations tue l'information, en quelque sorte. À laquelle on ne peut pas donner de sens. Exactement. Et si je reviens plus précisément sur les 2 pratiques que j'évoquais, d'abord le data mining, cette idée finalement d'explorer de larges ensembles de données à l'aide d'algorithmes pour trouver des corrélations. Ça, on a très peu d'informations. On est censé croire sur parole ce qu'on peut nous dire, soit qu'ils ne le font pas, qu'ils ne pratiquent pas ces enjeux de surveillance algorithmique, en quelque sorte, ou quand ils l'utilisent, quand ils partent de ce principe-là, partent de ces pratiques-là, ils nous disent que ça fonctionne, effectivement, que ça sert à prévoir ou à anticiper des attentats, mais dans ce cas-là, on est obligé de les croire sur parole, en quelque sorte. Dans l'autre cas, effectivement, où on a ce large ensemble de données et on part de personnes ciblées, de suspects ciblés, là, on a des cas concrets. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objectif principal, ou le narratif de justification, est en termes de prévention, de préemption. Nous devons agir avant que l'autre n'agisse. Donc, à travers cet accès de large ensemble de données, nous allons agir avant que le terroriste potentiel ne puisse agir. Donc, il y a ce discours autour d'un triptyque. Et le triptyque, c'est identification, localisation, mise en réseau. Nous identifions l'individu. À travers l'identification de ces données, ça peut être des transactions financières, nous sommes capables de le localiser à travers des données personnelles. Et ensuite, nous sommes capables de cartographier, de mettre en relation cet individu avec ses connexions financières, par exemple, et donc de cartographier un réseau de suspects. Ça, c'est dans le narratif de justification. Mais dans les pratiques, les exemples donnés, souvent, ne vont pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que souvent, on a la vue d'ensemble qu'évoquait Samuel, mais on l'a a posteriori, jamais avant. Donc, cette idée de préemption est très discutée et très discutable. On a davantage un usage post-attentat ou post-attaque, en quelque sorte. Oui, peut-être juste sur cette question, rajouter quelque chose, c'est qu'on est clairement dans une dynamique de la loi de l'instrument. C'est-à-dire donner un marteau à un enfant et le monde sera fait de clous aussi. Donc, je veux dire, là derrière, on a un déficit également important, je pense qu'il faut noter dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'on est dans une logique essentiellement sécuritaire. On parle de préemption, on parle de cadres cognitifs qui sont essentiellement basés sur s'il y a du terrorisme, alors il faut développer des réponses de plus en plus sécuritaires, sans pour autant ne penser éventuellement aux causes de ce terrorisme-là. Donc c'est un peu ce que j'évoque avec la loi de l'instrument. Mais il existe d'autres types de renseignements. On pense aux renseignements ouverts, aux renseignements humains, des pratiques qui sont là depuis très longtemps. Est-ce que ces pratiques-là ont été délaissées au profit de l'analyse du big data aujourd'hui, Samuel? Non, elles n'ont pas été délaissées, elles ont juste une pondération qui change un peu en fait. On voit qu'avec les problèmes de la technologie, on revient à des formes de renseignement humains en fait, qui ont d'autres vertus par exemple. Donc c'est plus une pondération qu'un délaissement, si on peut dire comme ça. D'accord. Anthony? Ouais, effectivement, suivant cette idée-là, on passe jamais d'un point à un autre complètement, d'une pratique à une autre. Il y a toujours une réarticulation. Et là, c'est le cas en ce moment. Il y a une réarticulation entre ces pratiques de data-veillance et ces anciennes pratiques. Donc finalement, on a un continuum qui va des filatures traditionnelles d'espionnage jusqu'au data mining que j'évoquais tout à l'heure, l'exploration par algorithme. Et entre les deux, il y a une frontière assez floue finalement, où tout un ensemble de pratiques de surveillance sont là, entre les deux extrémités de ce continuum finalement. D'accord. Messieurs, merci beaucoup d'avoir discuté du sujet aujourd'hui. Et on se retrouve pour la conclusion de l'émission. À tout de suite. Alors, c'est maintenant l'heure des informations méconnues, des informations qui sont peut-être passées sous le radar. Messieurs, qu'avez-vous à nous apprendre cette semaine? Je commence avec Samuel. Oui, alors vous savez que manifester peut être assez dangereux, en fait, particulièrement en Égypte. D'autant plus qu'au mois de novembre l'année passée, en fait, un nouveau règlement a été fait que toute réunion de plus de 5 personnes doit avoir l'accord des autorités dans les 3 jours qui précèdent, ce qui n'a pas forcément rendu la population très heureuse. Et effectivement, donc certains manifestants ont quand même bravé l'interdiction et ont disparu, en fait. On est sans nouvelles de certains d'eux. Alors, une personne a inventé une application qui s'appelle « On est en train de m'arrêter », en fait, qui, dès lors que vous pouvez la télécharger sur vos téléphones intelligents, et sitôt que vous faites arrêter, vous appuyez dessus, elle envoie automatiquement des SMS, des textos, en fait, à un réseau que vous avez préenregistré dans votre application et qui vous géolocalise, en fait.
Alors, ça peut être très intéressant, effectivement, seulement ça donne aussi pas mal d'informations à ceux qui vous arrêtent. Oui, on rit, mais c'est pas nécessairement très drôle. Non, pas forcément, non. Anthony? Moi, je souhaiterais faire le lien finalement entre les deux thèmes abordés aujourd'hui dans l'émission, c'est-à-dire à la fois la Russie et les questions de surveillance, en revenant sur la situation ukrainienne, et notamment les propos prêtés à la représentante Europe du département américain qui, dans la situation de négociation diplomatique, a sorti ses propos « fuck the EU », que l'Union européenne, exactement, que l'Union européenne aille se faire voir si on utilise des propos un peu plus simples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ces propos ont été enregistrés, donc tenus entre cette représentante américaine et l'ambassadeur américain à Kiev. Et le même jour, une autre information a été postée sur YouTube de la même façon, entre une adjointe de la représentante de la diplomatie européenne et l'ambassadeur de l'Union européenne à Kiev. Mêmes informations enregistrées et également postées sur YouTube. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant le propos dont beaucoup ont rigolé ou beaucoup ont enragé, mais c'est davantage effectivement cette idée qu'effectivement les Européens vont et viennent à Kiev pour résoudre la situation, mais que d'une façon relativement intéressante, les services de secret russes ont accès aux informations et à l'interception des communications et les diffusent. Donc il y a aussi ce rapport à la surveillance relativement ancienne. Ce n'est pas que la NSA, finalement, qui a recours à de telles pratiques. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir été avec nous à cette émission. Et je vous invite à nous retrouver, comme d'habitude, mardi prochain sur le web et mercredi 21h au Canal Savoir. Et je vous invite également à nous suivre sur Twitter avec le mot-clic PTER. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.